Bonjour et bienvenue dans la suite de notre série sur le thème de la transmission de l'entreprise agricole et viticole proposée par les cabinets membres du groupement Agiragri. Nous avons vu dans les épisodes précédents que la recherche de la réduction du coût de la transmission intervient après que soit construite une vraie stratégie prenant en compte tous les aspects humains, économiques, financiers de l'entreprise agricole et son environnement. Dans cette stratégie de transmission, le foncier peut être dissocié ou devoir être dissocié de la structure exploitante. Nous avons vu dans l'épisode précédent l'intérêt au plan fiscal pour réduire le coût de la transmission de mettre dans cette situation en place un bail rural à long terme. Pour autant, la stratégie de transmission peut conduire à choisir d'inscrire ou de laisser inscrit à l'actif de la structure exploitante le foncier d'exploitation et à l'intégrer par conséquent à la transmission des parts de la société ou à la transmission de l'entreprise individuelle réalisant l'activité agricole ou viticole. En termes de coût des droits de mutation à titre gratuit, cette politique permettra de bénéficier des réductions de droits liées à la mise en place d'un engagement collectif ou unilatéral de conservation des titres de la société pour mutation à titre gratuit, engagement communément dénommé Pacte Dutreil. Nous verrons successivement dans ce numéro l'engagement collectif ou unilatéral de conservation des titres d'une société, dispositif codifié à l'article 787b du Code général des impôts, et nous verrons également l'engagement de conservation d'une entreprise individuelle, codifié à l'article 787c du Code général des impôts. Commençons par la transmission de la société d'exploitation. Commençons par le principe. C'est un dispositif, le dispositif Dutreil, c'est un dispositif fiscal qui permet, sous certaines conditions, un abattement de 75% sur la valeur vénale des titres, que ce soit des parts sociales ou des actions, objet de la future mutation à titre gratuit. Soit par suite d'un décès, soit par une donation partage, que celle-ci intervienne en pleine propriété, ou en démembrement, donation de l'usufruit, ou donation de la nue propriété avec réserve d'usufruit. Notez que dans ce cas, les statuts devront, avant la transmission, intégrer une clause réduisant ou limitant le droit de vote des usufruitiers aux seules résolutions d'affectation du résultat. Relevez que la seule mention dans le procès-verbal d'une assemblée générale ne suffit pas. Il s'agit d'une clause statutaire. Revenons au principe. Vous relèverez que l'abattement de 75% porte sur la valeur des titres de la société. Il s'applique par conséquent à tous les éléments de l'actif constitutif du patrimoine de la société, et notamment les stocks, qui, dans certaines activités, telles l'activité viticole par exemple, peuvent comporter des valeurs vénales significatives, voire très importantes. S'agissant du seul foncier d'exploitation, si l'examen de la balance avantage-inconvénient porte à devoir l'inscrire à l'actif du bilan de la structure exploitante, sa transmission via la transmission des parts de cette société bénéficiera alors d'un abattement de 75%, alors que nous avons vu dans l'épisode précédent que la dissociation du foncier et la mise en place d'un bail rural à long terme permettaient d'avoir sur le foncier agricole un abattement de 75%, mais capé à 300 000 € et un abattement de 50% au-delà de ce montant. Je ne dis pas qu'il faille ici inscrire en toutes circonstances à l'actif du bilan de la société d'exploitation le foncier. J'insiste, ce choix, ou le choix contraire, est le résultat d'un arbitrage qui va prendre en compte bien d'autres éléments que ceux purement fiscaux, ce que nous avons vu dans l'épisode 1 de cette série. Alors en quoi consiste le pacte dit Dutreil ? Eh bien, ce dispositif est simple dans son principe.
L'État consent, nous l'avons dit, une réduction de 75% sur la valeur des titres de la société exploitante pour faciliter une transmission intrafamiliale. En contrepartie, et c'est logique, l'État va s'assurer de deux choses. D'une part, que la structure reste bien la propriété de la famille en exigeant une durée de conservation des titres ou de l'entreprise individuelle, et d'autre part, que la famille soit bien partie prenante à la gouvernance de la société ou de l'entreprise individuelle par la personne d'un de ses membres. Si le principe est simple à comprendre, les conditions d'application et le formalisme attaché à ces dispositifs sont complexes. Elles présentent par suite de nombreuses zones de risque et par conséquent de possibilités de remise en cause du dispositif de faveur. Dans ce dispositif du trait, le recours à l'expertise et au suivi de vos conseils membres du groupement Agiragri est ici incontournable. Voyons ensemble les deux conditions d'application à respecter avant la transmission. Eh bien, nous avons dit qu'il s'agit d'un engagement collectif ou unilatéral de conservation des titres de la société en vue d'une mutation, d'une transmission à titre gratuit. Cet engagement est pris par le futur défunt ou donateur pour lui-même et ses ayants cause à titre gratuit, c'est-à-dire héritiers, donataires ou légataires. Cet engagement doit, tous signataires confondus et tout au long de la période d'engagement, porter sur au minimum 17% des droits financiers et 34% des droits de vote de la société. Ceci pour les sociétés non cotées et ces seuils concernent les engagements souscrits depuis le 1er janvier 2019. Autre condition, l'engagement doit être d'une durée minimale de 24 mois et être en cours au moment de la transmission. Le point de départ de l'engagement sera l'enregistrement du pacte de conservation ou la signature de l'acte authentique. Voilà pour la première condition, s'assurer que la famille reste bien propriétaire de l'exploitation. Deuxième condition, qu'un membre de la famille exerce une fonction de direction au sein de la société. Eh bien, en effet, un des associés ayant souscrit l'engagement collectif de conservation des titres, ou un des bénéficiaires de la transmission ayant souscrit un engagement individuel de conservation des titres, devra exercer une fonction de direction au sein de la société. Venons-en maintenant aux conditions d'application après la transmission. Eh bien, il y a d'abord une obligation de poursuite de l'engagement collectif ou unilatéral de conservation des titres jusqu'au terme qui a été fixé. Prenons un exemple, si un engagement collectif a été souscrit pour une durée de 24 mois, qui est la durée minimale pour cet engagement, et que la transmission intervient le 20e mois, l'engagement collectif devra être poursuivi pendant 4 mois jusqu'à son terme. À partir de ce moment-là, il y aura un engagement individuel qui sera pris par le ou les bénéficiaires de la transmission. Cet engagement sera celui de conserver les titres reçus pendant une durée de 4 années. Cette condition est nécessaire pour bénéficier du dispositif de faveur. L'engagement individuel est pris dans la déclaration de succession ou dans l'acte de donation pour soi-même et ses ayants cause à titre gratuit. Notez que la décision d'engagement individuel doit être claire pour chaque bénéficiaire. Si l'intention n'est pas de conserver les titres pendant les 4 années, eh bien, mieux vaut ne pas revendiquer le dispositif pour cette personne, payer les droits de mutation à titre gratuit, plutôt que de risquer une situation tendue dans le capital social avec ceux qui s'y investissent. C'est tout l'intérêt de l'étape 1 de la phase de maturation que nous avons vue dans le premier épisode de cette série. Autre condition, après la transmission, c'est toujours celle tenant à la direction, puisque effectivement, il faudra qu'il y ait l'exercice d'une fonction de direction qui soit pris par un des signataires de l'engagement collectif
ou une des personnes ayant souscrit un engagement individuel, et ceci pendant 3 années qui suivent le décès ou la donation. Nous sommes donc dans une compilation de durée qui compile la durée de l'engagement collectif, minimum 24 mois, et un engagement individuel de 4 ans. Nous sommes donc sur une durée de 6 années de date à date. Vous avez ici une échelle de temps qui illustre la durée minimum. Le législateur a prévu 2 cas particuliers de cession de rattrapage. Il s'agit de l'engagement dit post-mortem et de l'engagement dit réputé acquis. Commençons par l'engagement post-mortem. C'est celui qui vise le cas du décès sans qu'un engagement collectif de conservation de titres ou engagement unilatéral ait été souscrit. Eh bien, dans cette situation, les héritiers pourront, y compris avec d'autres associés, conclure un engagement collectif de conservation des titres dans les mêmes conditions que l'engagement qui aurait pu être conclu avant le décès. Dans ce cas-là, le ou les engagements individuels ne commenceront à courir qu'au terme des 2 années de l'engagement collectif. Donc dans cette situation, les titres sont conservés, donc 2 ans plus 4 ans individuels pendant 6 années. Cet engagement sera pris dans la déclaration de succession. L'engagement réputé acquis, c'est le passage direct à l'engagement individuel sans passer par la case de l'engagement collectif, constat étant fait que les conditions en étaient remplies. En effet, les titres doivent avoir été détenus depuis 2 ans au moins par le donateur ou le défunt, seul ou avec son conjoint, pacsé ou concubin notoire. Les titres doivent avoir atteint les quantums de 17% des droits financiers et 34% des droits de vote. Et enfin, le donateur, défunt, conjoint, pacsé, concubin a exercé depuis plus de 2 ans dans la société son activité professionnelle principale ou certaines fonctions de direction. Attention, jusqu'à la loi de finances pour 2019, ce dispositif du réputé acquis n'était pas applicable en cas de société interposée entre le défunt ou le donateur et ou son conjoint et la société dont les titres sont transmis. Depuis la loi de finances pour 2019, le bénéfice de l'exonération de droits de mutation à titre gratuit du TREI s'applique aux transmissions de titres de société interposés avec une détention directe, c'est-à-dire un seul niveau d'interposition, et sous réserve bien évidemment de respecter toutes les conditions du texte. L'exonération dans le réputé acquis ne s'applique pas lorsqu'après la donation, le donateur assure lui-même la fonction de direction. En effet, dans ce dispositif du réputé acquis, il n'y a pas de collège collectif puisqu'on passe directement à l'engagement individuel. Et par définition, le donateur n'est pas dans les engagements individuels. Il ne peut être donateur et donataire. Conséquence, en présence d'héritiers ou de donataires mineurs ou qui ne pourraient pas exercer les fonctions de direction, le régime fiscal de faveur ne pourra pas, dans cette situation, s'appliquer, sauf si un engagement collectif a été souscrit préalablement à la transmission. Notre préconisation, eh bien, c'est que les engagements post-mortem ou réputés acquis, ce que j'appelle les roues de secours, ne sont pas à privilégier parce que les conditions ne seront possiblement pas remplies et en cas de conflit entre héritiers entre eux ou avec les associés survivants. Nous préconisons donc de mettre en place à titre conservatoire un vrai engagement collectif ou unilatéral de conservation des titres avant la transmission. Ceci découlera d'ailleurs de l'inventaire des biens qui débouchera éventuellement sur une restructuration patrimoniale avec par exemple l'apport du foncier ou d'une branche d'activité à la structure exploitante ou même la création de la société. Et dans ce cas-là, il pourra être joint au statut l'engagement de conservation des titres. Précisons qu'il n'y a pas de délai également entre la signature d'un engagement collectif ou unilatéral de conservation de titres et la transmission. Et par conséquent, l'intérêt de mettre très en amont de la transmission un tel engagement, c'est de faire écouler le délai minimum de 24 mois
et à partir du décès ou de la donation, il n'y aura qu'un délai de 4 ans à conclure. Nous l'avons dit, le mécanisme du Dutreil est complexe et exige une grande précision rédactionnelle pour les engagements et de suivi pour ce qui est du formalisme. Nous allons donc voir maintenant quelques précisions et commençons par la rédaction de l'engagement collectif. L'engagement de conservation des titres doit d'abord, comme il est dit, être collectif. Il doit donc être pris par, en principe, un minimum de 2 associés. Toutefois, depuis la loi de finances pour 2019, et donc à compter du 1er janvier 2019, l'engagement peut être pris par une personne seule pour elle et ses ayants cause à titre gratuit, dans les mêmes conditions et en respectant les seuils de détention de capital, ceci dans tout type de société, qu'elle soit unipersonnelle ou pluripersonnelle. Les instructions fiscales qui ont été publiées il y a quelques jours et qui sont en consultation publique sur le site du BOFIP, du Bulletin officiel des impôts, prévoient l'engagement unilatéral, c'est-à-dire la possibilité pour un associé qui détiendrait seul les quantums de 17% et de 34% dans la société exploitante de souscrire seul un engagement de conservation du Dutreil. Notons que ce peut être une alternative dans ce cas au pacte réputé acquis lorsque le donataire n'est pas en situation de direction, de pouvoir assurer la direction. Car je rappelle que le donateur dans ce cas-là ne peut pas le faire. Il lui sera donc possible de signer un engagement unilatéral, par exemple, lui permettant alors d'exercer la fonction de direction. Enfin, en cas de démembrement du droit de propriété, eh bien, cet engagement devra être signé conjointement par le nu propriétaire et l'usufruitier. Qu'en est-il maintenant du transfert de titres entre signataires d'un engagement collectif? Eh bien, les cessions de titres objet de l'engagement, c'est-à-dire mis dans l'enveloppe scellée, eh bien, entre associés signataires sont possibles avant la transmission. Autrement dit, les titres acquis auprès d'un autre signataire pourront ainsi bénéficier de l'exonération de droits de mutation à titre gratuit. Quel est le contenu de l'engagement collectif ou unilatéral? C'est quelque chose qui va concerner le rédacteur, mais il est important que vous ayez les éléments principaux. Et bien évidemment, il y aura l'identité des associés engagés et leur signature, il y aura une mention expresse que cet engagement vaut pour eux-mêmes et leur ayant cause à titre gratuit, il y aura bien évidemment le nombre de titres que chacun met dans l'enveloppe pour respecter les quantums de 17% des droits financiers et 34% des droits de vote. Et enfin, il y aura la problématique de la durée de l'engagement. C'est sur ce dernier terme que vos conseils, membres du groupement Agiragri, avec vous, et en fonction de la stratégie de transmission et de la balance avantage-intérêt, opteront pour une durée courte, rappelons que la durée minimale est de 24 mois pour l'engagement collectif, une durée moyenne plus longue, voire une durée illimitée de l'engagement collectif. Et bien évidemment, il y aura lieu à ce moment-là aussi d'être vigilant sur les clauses de reconduction ou de dénonciation afin d'enclencher le moment venu la période d'engagement de conservation individuelle. Quelques précisions sur les fonctions de direction. Eh bien, je le rappelle, il y a une obligation d'exercer une fonction de direction dans la société. Ceci requiert l'activité des diligences qui doivent être réelles. Il s'agit par conséquent d'avoir des éléments de preuve tels des signatures de contrats, contrats de travail, contrats clients-fournisseurs, des signatures pour paiement par exemple. Premier cas, c'est celle de la société de personnes relevant de l'impôt sur le revenu et donc, dans votre cas, des bénéfices agricoles. Bien, dans cette situation, il s'agira du centre principal des activités économiques du redevable, et pas uniquement une question du plus fort revenu. On peut le comprendre aisément, puisqu'on peut très bien avoir un résultat qui soit déficitaire, par exemple. À défaut de pouvoir déterminer entre plusieurs structures celle qui constitue le centre des activités économiques du redevable, et uniquement donc à défaut, c'est la fonction qui procurera la plus grande partie des revenus professionnels.
Dans les sociétés à l'IS, eh bien, il faudra exercer une des fonctions énumérées à l'article 975 du Code général des impôts, qui est un article qui vise l'impôt sur la fortune immobilière. Il s'agira bien des fonctions suivantes: les gérances majoritaires de SARL, les gérances minoritaires, ça pourra également être les gérants de sociétés en commandite par action nommés conformément au statut, les dirigeants de sociétés anonymes, présidents, directeurs généraux, membres du directoire, présidents du conseil de surveillance et évidemment les présidents et directeurs généraux de SS. Notez que, contrairement à l'impôt sur la fortune immobilière, l'obligation de rémunération n'est pas requise dans le dispositif du TREI. Quelles sont les personnes visées? Eh bien, nous l'avons dit, ce sont soit un membre ayant souscrit l'engagement collectif, soit une personne, un des bénéficiaires de la transmission, qui a souscrit l'engagement individuel de conservation des titres. Je rappelle que dans l'engagement réputé acquis, en cas le donateur ne peut pas remplir cette fonction. Quelques précisions maintenant sur l'enregistrement. Pour être opposable à l'administration fiscale, l'engagement collectif ou unilatéral de conservation des titres doit être enregistré. Ou il peut avoir recours également à un acte authentique. Le coût de cet enregistrement, c'est le coût des actes nommés, soit actuellement 125 €. Quelques précisions maintenant sur l'engagement collectif après la transmission. Eh bien, il y a d'abord l'obligation de poursuivre par le ou les bénéficiaires de la transmission à titre gratuit l'engagement collectif qui ne serait pas arrivé au terme défini dans celui-ci. Prenons l'exemple d'un engagement collectif de 2 années avec tacite reconduction. Eh bien, il faudra terminer la période en cours des 2 ans, en cours au moment de la transmission. Et il faudra à ce moment-là aussi, au terme de cette période, penser à dénoncer l'engagement collectif à cette échéance, faute de quoi la période d'engagement individuel ne pourrait commencer et serait successivement reportée. Il y a également une impossibilité pendant cette période, c'est-à-dire entre la transmission et le terme de l'engagement collectif, de céder ou de donner les titres reçus aux autres signataires de l'engagement collectif. Rappelez-vous que c'est possible avant la transmission, entre signataires d'une même enveloppe, ce n'est pas possible entre la transmission et le terme de l'engagement collectif. Avant la loi de finances pour 2019, c'était l'ensemble des titres qui étaient remis en cause en termes de mutation à titre gratuit, et donc de rappel des droits éludés. Depuis la loi de finances pour 2019, seuls les titres cédés dans ce cas-là se verront rappeler les droits. Quelques précisions maintenant sur l'engagement individuel. Eh bien, le ou les bénéficiaires de la transmission souhaitant bénéficier du dispositif du TREI, donc l'abattement de 75% sur la valeur des titres, prennent un engagement individuel de conservation des titres pour une durée de 4 ans. Ils les prennent pour eux-mêmes et leur cause à titre gratuit, et cet engagement est pris soit dans la déclaration de succession, soit dans l'acte de donation. Je rappelle que la durée de l'engagement individuel n'est décomptée qu'à compter du terme de l'engagement collectif ou unilatéral de conservation, ce qui renvoie aux clauses de reconduction et donc aux dénonciations de celles-ci pour pouvoir enclencher la période d'engagement individuel. Peut-on apporter les titres objets de l'engagement collectif à une société holding? Il faut ici prendre en compte le dispositif avant la loi de finances pour 2019 et les améliorations, les assouplissements de ce dispositif apportés par cette loi de finances, à compter du 1er janvier 2019. L'apport des titres objets de l'engagement était possible jusqu'au 31 décembre 2018 sous les conditions suivantes. L'apport devait être réalisé pendant uniquement la période d'engagement individuel, à une holding constituée à cet effet, et ne recevant que les participations de la société cible. Le capital social de cette holding ne devait être détenu que par les associés ayant souscrit l'engagement individuel, et cette société devait être dirigée par un membre de leur collège. Enfin, les héritiers et donataires devaient prendre l'engagement de conserver les titres apportés et les titres reçus en contrepartie de leur apport jusqu'au terme de l'engagement individuel.
La loi de finances pour 2019 a assoupli ce régime en ce sens que l'apport des titres est aussi maintenant possible pendant la durée de l'engagement collectif ou unilatéral, et jusqu'au terme de celui-ci. Le législateur a supprimé aussi la condition de gestion exclusive des participations de la société cible par la holding. Il peut donc y avoir d'autres titres de participation que celles de la société objet de l'engagement collectif. La valeur toutefois réelle de l'actif brut de la holding à l'issue de l'apport doit être composée à plus de 50% par les titres de la société cible. S'agissant de la composition du capital social, avant le 1er janvier 2019, il n'y avait que les associés signataires de l'engagement individuel. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il peut y avoir des tiers, et ceci avec jusqu'à un maximum de 25% du capital. Enfin, la société holding, ainsi que les personnes tenues par les engagements collectifs et individuels, doivent prendre l'engagement de conserver les titres jusqu'au terme de leur engagement de conservation. La holding peut être dirigée par un des signataires de l'engagement collectif, et enfin, il y a une possibilité d'apport de titres d'une société interposée détenant directement la société objet de l'engagement du trade. On aura dans ce cas-là une pyramide, société d'exploitation objet de la transmission, détenue par une société interposée dont les titres sont apportés à une holding. Qu'en est-il de la fonction de direction après la transmission? Eh bien, l'un des membres ayant signé l'engagement collectif ou un des héritiers, donataires et légataires ayant souscrit un engagement individuel devra exercer ses fonctions de direction pendant 3 ans à compter de la transmission. Attention, bien valider qu'après la transmission, une de ces personnes soit en capacité de pouvoir exercer ses fonctions. Ce ne sera pas le cas pour les enfants mineurs, mais ça pourrait ne pas être le cas aussi, par exemple, pour un associé ayant pris sa retraite. Enfin, il y a une possibilité que ces fonctions de direction ne soient pas exercées par la même personne durant ces 3 années, et par tolérance administrative, le fisc admet qu'il puisse y avoir une vacance de cette direction qui n'excède pas 3 mois. Quelques précisions maintenant sur les sociétés visées par le dispositif. Eh bien, ce sont les titres de toutes les sociétés actives, donc ayant notamment une activité agricole, mais ça peut être aussi commerciale, industrielle ou libérale et artisanale. Indépendamment du régime fiscal de ces sociétés, qu'elles soient à l'impôt sur le revenu ou à l'IS, nous avons vu que ça avait juste une incidence sur la fonction ou l'exercice de la fonction de direction. Et en cas d'activité mixte, agricole et non agricole, eh bien, il appartiendra de mettre en avant l'activité prépondérante au titre d'un faisceau de critères. Enfin, nous avons vu qu'il était possible d'apporter les titres objets de l'engagement à une société holding. Mais se pose aussi la question de la transmission des titres de la société holding. Est-ce que dans cette société holding, on peut souscrire un pacte d'Utreil ? L'activité financière des sociétés holding les exclut normalement du champ d'application de l'exonération partielle. Toutefois, le dispositif d'Utreil reste applicable aux transmissions de titres de sociétés holding dites animatrices du groupe, toute autre condition devant bien évidemment être remplie. Les holdings animatrices de groupe sont celles qui, outre la gestion d'un portefeuille de participation, participent activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales. Notez que, accessoirement, et ce n'est que accessoirement, elles peuvent, à titre purement interne, fournir des prestations de caractère administratif, juridique ou financier. En revanche, les holdings qui ne sont pas animatrices, eh bien, qui sont de simples gestionnaires de portefeuille de participation, restent exclus du dispositif d'Utreil. Alors attention, avec vos conseils membres du groupement Agiragri, il conviendra d'établir la politique générale d'animation du groupe et de contrôle des filiales, de formaliser celle-ci et d'écrire également les conventions de prestations internes de services entre la holding et les filiales. Il va falloir faire également vivre ces actions et pouvoir prouver que la holding exerce bien une activité animatrice de groupe
ceci ne se présume pas, ceci se prouve, et donc ça va nécessiter une certaine antériorité. En effet, à la constitution de la holding, celle-ci est nécessairement passive. Elle ne deviendra active qu'au terme d'un délai qui permettra de rassembler les preuves de cette animation. Ce délai pourra être de 2 à 3 exercices par exemple. Autre précision concernant les époux communs en biens. Eh bien, les titres constituent des biens communs entre les époux, mais un des associés, un des époux est seul associé de la société et signataire de l'engagement collectif de conservation des titres. Eh bien, en cas de décès de l'époux non associé, la transmission de sa quote-part de droit dans la communauté peut bénéficier du dispositif d'Utreil. En effet, dans ce cas-là, l'administration considère que l'époux non signataire du pacte, qu'il ait ou non la qualité d'associé, est en effet réputé signataire de l'engagement d'Utreil. Venons-en aux obligations déclaratives au moment de la transmission et après la transmission. Attention, nous rentrons là encore dans une zone de risque où les conseils des cabinets membres de groupement Agirc-Agri seront nécessaires. Commençons par les obligations déclaratives au moment de la transmission. Il convient de joindre à l'acte de succession ou à l'acte de donation copie de l'engagement collectif ou unilatéral de conservation en cours au moment de la transmission. Il y aura également une attestation de la société qui précisera plusieurs conditions nécessaires au dispositif. Et enfin, il y aura également joint le ou les engagements individuels de conservation des titres pris par celui ou ceux qui demanderont à bénéficier de l'abattement de 75%. Les obligations après la transmission. Eh bien, les sociétés et les bénéficiaires de l'exonération d'Utreil avaient l'obligation chaque année de fournir à l'administration fiscale une attestation pendant toute la durée de l'engagement individuel. C'était une difficulté et je noterai ici que dans certaines sociétés agricoles, il peut y avoir un actionnariat assez nombreux et chaque personne a ses conseils, a pu souscrire un engagement d'Utreil, a pu même l'activer et pour autant une personne ou un conseil est en charge de ce formalisme. Il n'est pas nécessairement informé de ces pactes qui ont pu être souscrits par ailleurs, voire même de leur activation. Il y a lieu donc pour vous à bien informer la personne de l'équipe pluridisciplinaire qui sera en charge de ce formalisme, de toutes les opérations qui ont pu être réalisées en dehors de son bureau. Depuis la loi de finances pour 2019, il y a eu une simplification qui n'en est peut-être pas totalement une concernant ce formalisme. En effet, après la transmission, désormais, pour les pactes en cours et conclus à compter du 1er janvier 2019, l'obligation de transmission à l'administration par l'héritier, le donataire ou le légataire de l'attestation de la société, ou des sociétés en cas de détention indirecte, ne doit plus être réalisée que 3 mois avant le terme de l'engagement individuel. On avait donc, avant la loi de finances pour 2019, une date fixe pour toutes les personnes visées par le dispositif. On a maintenant une date qui va être personnalisée, puisque 3 mois du terme de chaque engagement individuel va correspondre à un calendrier très différent. Ce formalisme vous est présenté ici. Venons-en au cas de remise en cause, donc de caducité des engagements et de rappel des droits éludés. Quels sont les cas de remise en cause du dispositif d'Utreil avant la transmission? Eh bien, ce sera le non-respect des seuils de 17% des droits financiers et 34% des droits de vote. Ça peut être également le non-respect de la condition de l'exercice d'une activité professionnelle. Et nous l'avons dit, ça peut être la cession à titre onéreux ou la donation pendant l'engagement collectif des titres qui ont été mis dans l'enveloppe à un non-signataire. Je rappelle qu'à un signataire avant la transmission, c'est possible. Quels sont les cas de remise en cause du dispositif après la transmission?
Eh bien là encore, ce sera le non-respect des seuils de détention de 17% des droits financiers et 34% des droits de vote pendant l'engagement collectif non échu. Ce sera le non-respect des conditions d'exercice d'une activité professionnelle. Ça peut être la cession ou la donation des titres reçus par le ou les bénéficiaires de la transmission qui ont bénéficié donc du dispositif Dutreil pendant la période de continuation de l'engagement collectif jusqu'à son terme et celle de la durée de l'engagement individuel qui le prolonge. Ceci même à un autre signataire d'engagement collectif. Notez toutefois qu'il y a une exception à ce principe, c'est le cas de la donation pendant la seule période de l'engagement individuel à un descendant qui reprendrait à son compte la période d'engagement du donateur. Enfin, et ce n'est pas la moindre des difficultés, il peut y avoir des cas de remise en cause en cas de non-respect des obligations déclaratives. Après la mutation à titre gratuit, pensez à faire également de nouveaux pactes Dutreil au bénéfice des donataires, héritiers ou légataires. Le pacte a été utilisé, mais c'est comme une cartouche qui a été percutée. Il conviendra par conséquent de déjà penser à la nouvelle transmission qui s'annonce. Et rappelez-vous qu'en matière de transmission, le temps passe très vite. Quelles sont les conditions principales à respecter pour bénéficier du régime Dutreil dans le cas de l'entreprise individuelle? Je ferai court, l'exploitation en entreprise individuelle doit avoir été détenue par le donateur ou le défunt depuis plus de 2 ans lorsqu'elle a été achetée. Notez que ce délai de 2 ans n'est pas requis si l'exploitation a été créée ou si elle a été reçue à titre gratuit. Il n'est pas exigé que le propriétaire de l'exploitation soit encore l'exploitant à la date de la transmission. La substitution du conjoint, par exemple, est tout à fait possible. Et enfin, dernière condition, le donateur, l'héritier ou le légataire doit s'engager à conserver l'exploitation pendant 4 années et l'un d'entre eux à exercer la profession d'exploitant à titre principal durant 3 ans. Là encore, quelques précisions. Quels sont les biens concernés? Eh bien, il s'agit de l'ensemble des biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, affectés à l'exploitation de l'entreprise individuelle agricole ou viticole. Notez que la cession ou le remplacement d'un élément isolé de l'entreprise individuelle ne suffit pas à caractériser la rupture dans l'engagement de conservation. Dit différemment, il sera possible de changer le tracteur ou n'importe quel autre matériel. Il y a un cas particulier qui est celui des stocks. En principe, les stocks doivent être transmis, sauf en cas d'impossibilité de la transmission résultant d'une réglementation particulière en la matière. Ça peut par exemple être le cas de la réserve individuelle dans la Champagne viticole. L'exploitation de l'entreprise individuelle doit être poursuivie, nous l'avons dit, par l'un des donataires, légataires ou héritiers pendant 3 ans. Eh bien, cette personne doit exercer à titre habituel et principal son activité au sein de l'entreprise, et comme c'est le cas pour la société, ceci ne se présume pas, mais devra se prouver. Rapidement, quels sont les effets du dispositif Dutreil lorsque les conditions sont remplies et quelles sont les principales obligations? Eh bien, l'effet du Dutreil, c'est une exonération de droits de mutation à titre gratuit de 75% sur les biens transmis de l'entreprise individuelle, soit sur la totalité, soit sur une quote-part indivise de l'ensemble des biens transmis, voire même sur une branche complète d'activité. Contre l'engagement de conserver pendant 4 ans les biens, cet engagement est pris dans l'acte de donation ou dans la déclaration de succession, et enfin, contre une attestation individuelle qui, là encore, sera à fournir à l'administration dans les 3 mois du terme de l'engagement de conservation ou à tout moment en demande de l'administration. Vous disposerez dans ce cas-là d'un délai de 3 mois pour pouvoir la produire. Nous voici rendus au terme de cet épisode consacré au dispositif Dutreil. Vous l'aurez compris, si le principe est simple, les conditions d'application et le formalisme attaché à ces dispositifs sont complexes et exigent une compétence qui est celle de vos conseils, membres du groupement Agiragri,
en collaboration au cas d'espèce avec votre notaire. N'hésitez pas par suite à les consulter pour plus de précisions. Quant à nous, nous vous donnons rendez-vous pour un prochain et dernier épisode qui traitera de la problématique fiscale des plus-values professionnelles. Merci de votre attention.